Alors, on va tout de suite passer à une deuxième conférence, une conférence proposée par Lenovo, la transformation digitale au service des enjeux clients. Tout de suite, un petit film introductif. Different is better. Different is what took us from here, yes, really, to here, in over 160 countries. Over 250 million users, really passionate users. One of Fortune's Global 500, even higher than these guys. One of Interbrand's 100 best global brands, 3 years straight, and more. Lots more. It's not just about being different, it's about being better. Different does the right thing. Different finds inspiration in the most unexpected places. Different rethinks, reimagines, reinvents. Different makes a massive investment in AI and cloud. Different is why we invest $500 million in so many startups. Different is why we partner for the future. Different innovates better. We're engineers after all. We can't help ourselves. So we ask ourselves, can we bend a phone around our wrists? Make it last longer. Make one act like two? Yes, yes, and yes. Our mission? Engineer the unbreakable. And then try to break it. With water, with wine, even with hot coffee. Different builds better. You see, Different puts a carbon fiber cover on a laptop. Different puts a shatterproof screen on a phone. Different builds a tablet with a projector in it. Different helps create the world's first 3D printed bridge. Different works at 11 trillion operations per second. Different is why 4 of our devices are bought every second. Different works better, runs better, loves better, wants better, trends better. Different is better. Bonjour à tous, bonjour. Alors bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, que ce soit ici à l'auditorium de la scène musicale ou en direct sur YouTube. J'ai le plaisir à présent d'être sur scène avec Elisabeth Moreno, présidente de Lenovo France. Bonjour Elisabeth. J'ai le plaisir également d'être avec Ludovic Levé, General Manager SIG au sein de Lenovo France. Bonjour. Et à vos côtés, Olivier Trinquier, que nous avons le plaisir d'accueillir également, directeur département Workspace au sein de SCC. Enchanté. Bonjour. Et Karim Baloul, qui nous vient d'IDC. Nous allons maintenant voir ensemble comment la transformation digitale se met au service des enjeux clients. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Karim. 2 termes clés dans cette problématique, transformation digitale, enjeux clients. Vous allez nous partager le regard d'IDC sur la question. Première question justement, pourquoi la transformation numérique est-elle associée à une stratégie consumer-centrique ou user-centrique ? Alors toujours le même principe, l'objectif ici d'IDC, c'est d'apporter quelques indicateurs, quelques chiffres, quelques tendances, quelques éléments de réponse. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la transformation numérique. Je rappelle quelques indicateurs. Une priorité, cette transformation numérique pour 89% des entreprises. Lorsqu'on essaie de percevoir quelles sont les actions que mènent les entreprises lorsqu'on parle de transformation numérique, le sujet de l'expérience utilisateur au sens client final, eh bien, ça touche un peu plus de 40% des entreprises qui le disent. Je mène ces actions de transformation numérique pour améliorer cette expérience utilisateur. Elles sont 43% à dire je mène cette action de transformation numérique pour améliorer l'expérience collaborateur. Donc l'expérience utilisateur dans sa globalité, qu'il soit client final ou collaborateur, elle est au cœur de ce sujet qui est la transformation numérique. Et on ne fait pas forcément la distinction. On ne fait pas forcément la distinction, ça reste, quoi qu'il arrive, un objectif commun que de dire ces outils numériques, ça rejoint un peu les conversations qu'on a eues tout à l'heure, ces outils numériques sont des outils qui doivent permettre de contextualiser la relation de l'entreprise avec le client ou de l'entreprise avec le collaborateur, de personnaliser cette relation. On peut prendre un exemple, j'aime bien cet exemple-là parce que c'est assez révélateur de l'évolution que peut apporter la transformation numérique. C'est l'exemple d'une banque, ce n'est pas une banque française, c'est une banque polonaise, mais c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe ailleurs, qui s'est dit comment est-ce que je vais pouvoir innover grâce au numérique et changer la relation que peut avoir mon entreprise avec mes clients. Et c'est une banque qui est orientée B2B. Et elle a proposé un nouveau service, un nouveau crédit à ses clients qui ont des flottes de véhicules. Sociétés de transport, de taxis, sociétés qui ont des commerciaux avec des flottes de véhicules, en se disant, je vais adapter mon crédit aux
taux d'utilisation de vos véhicules. Donc si vous utilisez beaucoup vos véhicules, vous allez payer un fee mensuel un peu plus important. Si vous utilisez moins vos véhicules, eh bien on va adapter à la baisse. Au final, le coût du crédit reste le même, mais le coût mensuel fluctue en fonction de l'activité. Parce que c'est d'actualité, il y a des grèves par exemple. Donc on utilise plus sa voiture. On utilise plus ou moins pour certaines activités. Parce que il y a un contexte de crise économique ou structurelle dans l'entreprise. Donc, on va adapter comme ça ce service-là. Et pour ce faire, elle a mis en place dans les véhicules de ses clients des objets connectés qui vont relever la position, de vérifier l'utilisation, le kilométrage, etc. Et puis, ce nouveau service, ça a permis aussi de dire on va modifier l'expérience utilisateur, l'expérience du client, en lui proposant des nouveaux services. Moi, en tant que banque, je vais lui proposer des services de gestion de flotte qui n'ont rien à voir avec mon métier originel, qui est celui de la banque et du financement. Je vais lui proposer des services de gestion de flotte, d'optimisation des flux, ce genre de choses. Donc on voit là vraiment les changements du coup entre l'utilisateur et l'entreprise, c'est aller proposer des services qui n'existaient pas? C'est proposer des services qui sont des services nouveaux, différents, qui correspondent aussi à un vrai besoin de la part de l'utilisateur, qu'il soit collaborateur ou client final, et puis qui ne soit pas forcément le métier même de l'entreprise. Et c'est justement ça le sujet de la transformation numérique, c'est l'entreprise peut sortir de son sujet initial, de son positionnement initial, et puis aller sur des terrains qui sont des terrains un peu nouveaux ou un peu différents. Grâce aux outils numériques, du coup. Grâce aux outils numériques. Quels sont, du coup, les enjeux pour les entreprises aujourd'hui face à ces différentes innovations et ces nouveaux services, ou en tout cas ces nouvelles approches? Alors, aujourd'hui, les grands enjeux, lorsqu'on parle de numérique de transformation, moi j'en vois deux, on pourra, je pense, élargir le débat, mais il y a aujourd'hui deux sujets qui sont des sujets clés, c'est la mobilité, bien sûr, et puis c'est le cloud, on en a parlé un peu aussi tout à l'heure, le cloud, la présence du cloud. La mobilité, on voit bien qu'aujourd'hui, les collaborateurs, le pourcentage de collaborateurs qui sont effectivement mobiles, alors quand on dit mobile, c'est-à-dire qu'ils passent plus de 20% de leur temps de travail en situation de mobilité, externe ou interne à l'entreprise. Aujourd'hui, on a un taux qui est de l'ordre de 56%. Voilà, c'est les chiffres. On estime qu'à l'horizon 2 ans, on sera dans les 64-65%. Donc on gagne 10 points. On gagne en mobilité. Les collaborateurs sont de plus en plus mobiles. Qui sont mobiles. Dans ce contexte-là, l'entreprise, elle investit dans des solutions, dans des technologies pour supporter ce besoin de mobilité. Okay, on a un investissement qui est assez massif. On voit, si on regarde les chiffres, on avait en 2010 moins de la moitié des environnements clients de travail, PC, desktop, etc. Moins de la moitié des environnements qui étaient des environnements mobiles. 45% étaient des environnements mobiles. Donc c'est moins de la moitié. Aujourd'hui, on a à peu près 55-60% des environnements qui sont des environnements mobiles. Et si on se projette, et c'est un peu le travail que fait IDC, si on se projette dans les prochaines années, 2022, on aura 70% des environnements mobiles vendus dans une année dans le monde professionnel qui seront des environnements mobiles. Donc on voit bien cette évolution du paradigme entre j'ai des équipements fixes et j'ai des équipements mobiles. Et au sein même de la mobilité, au sein même de ces environnements mobiles, on voit qu'il y a un shift, en tout cas il y a une évolution avec une présence, par exemple, extrêmement forte de la tablette en entreprise. Présence de plus en plus forte. On a 1,2, 1,3 millions de tablettes qui sont vendues dans le monde professionnel chaque année, avec une croissance de l'ordre de 6-7% sur cet environnement spécifiquement. Alors ces environnements, justement, on va en parler, ça va être tout l'objet de notre discussion. Merci Karim pour cette mise en contexte. Je vous rappelle, avant qu'on aille un peu plus avant, que vous pouvez poser toutes vos questions sur l'application Slido, donc www.sli.do avec le hashtag KOSCC 2018. Je me retourne vers vous, Elisabeth. On a parlé des grandes évolutions des entreprises. Là, on va parler du poste client, plus précisément. Quelles sont les dernières innovations du poste client pour répondre à ces nouveaux usages dont on vient de parler? Merci Nicolas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Karim vient d'évoquer cette transformation numérique d'un point de vue comment elle peut aider les entreprises à développer leurs activités commerciales en tant que telles. Et moi, je vais plutôt parler de comment les entreprises vont aider leurs collaborateurs à être plus efficaces et plus productifs.
Dans notre métier, on aime beaucoup les acronymes, donc je ne vais pas m'en priver. Vous avez peut-être entendu parler de l'ATADAWAC, ou alors de... Je vais d'abord vous dire ce que c'est que l'ATADAWAC. C'est Anything, Anywhere, Any Device, Any Content. Ce qu'on veut aujourd'hui, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, c'est pouvoir accéder à nos données de n'importe où, pouvoir travailler de n'importe où, s'affranchir des distances géographiques, pouvoir travailler en remote quand on en a envie, pouvoir travailler en vacances quand on en a envie, pouvoir travailler le soir de chez soi quand on en a envie. Je parlais hier avec un journaliste qui me disait « Chez nous, on reste tard au bureau, mais pas parce qu'on en a fondamentalement envie, parce que quand on a besoin d'écrire un article qui doit sortir très tôt le matin, eh bien, on n'a pas d'outils mobiles pour travailler de chez nous, donc on est obligé de rester au bureau. » Donc, le poste client aujourd'hui évolue pour répondre à cette nécessité de mobilité que Karim a mentionné tout à l'heure, donner la possibilité aux collaborateurs d'être plus efficaces, plus productifs, mais en travaillant d'où il a envie et quand il a envie. Donc, les évolutions qui sont faites aujourd'hui sur les postes clients, à savoir des machines plus légères, plus ergonomiques, plus performantes, que l'on soit au bureau ou pas, ou alors l'interaction homme-machine, pouvoir toucher ou pas son ordinateur, pouvoir utiliser la voix, pouvoir utiliser tous les attributs humains pour pouvoir piloter son ordinateur à distance, c'est ça l'évolution du poste de travail. Mais s'il y a une chose fondamentale, c'est encore une fois commencer un travail au bureau, le poursuivre sur son smartphone quand vous êtes dans le bus et le terminer à la maison quand vous en avez envie. Donc une mobilité, une flexibilité, un suivi, quels que soient les différents devices, et même une notion presque d'instantanéité. En fait, j'ai même plus envie d'aller... Enfin, je vais chercher mon document, mais j'ai pas envie d'aller le chercher pendant des heures. J'ai envie qu'il soit aussi facilement sur mon téléphone qu'il est sur mon ordinateur ou qu'il soit sur une tablette ou autre. C'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise le terme de mobiquité. Hein, on rêve tous d'avoir le don d'ubiquité parce qu'on doit tous faire tellement de choses en même temps aujourd'hui. Mobiquité, c'est la contraction de mobilité et d'ubiquité. Donc mobilité, encore une fois, de n'importe où, et le don d'ubiquité parce que vous êtes à plusieurs endroits à la fois et vous pouvez interagir avec plusieurs personnes en même temps. Olivier, vous partagez cet avis, du coup, cette mobiquité recherchée par les utilisateurs ? Alors, je partage complètement cet avis qui est extrêmement bien exprimé. Je dirais qu'il y a un point supplémentaire qu'on pourrait rajouter, c'est l'origine des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qui attendent véritablement de bénéficier du même type de service, voire mieux, que du service dont ils ont disposé déjà enfants et dont ils ont l'habitude de se servir depuis tout petit. Ils ont l'habitude d'avoir un smartphone déjà très tôt, peut-être trop tôt, mais ces mêmes personnes, quand ils arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, à 23, 25 ans, ils attendent le même type de service. Ils se sont organisés jusque-là pour utiliser leurs données à la fois sur le cloud, à la fois sur leur smartphone. Il est extrêmement important que l'entreprise apporte au moins le même niveau de service, je crois, et puis se développer au travers de ce fameux don de mobiquité. De mobiquité. Du coup, est-ce qu'on interagit toujours de la même façon avec son poste de travail? Elisabeth, vous nous disiez effectivement que non, on parlait de la voix, on parlait des mouvements. Il y a des nouvelles façons en fait d'interagir avec le poste de travail. Écoutez, moi j'ai commencé dans cette industrie il y a fort longtemps et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, c'était les DSI dans leur bureau qui décidaient du poste de travail qui allait convenir à l'utilisation de leurs clients finaux. Le collaborateur n'avait pas son mot à dire. Non. En fait. Aujourd'hui, dans la plupart des appels d'offres que nous recevons, souvent, les DSI nous disent « Nous avons fait une enquête, nous avons posé la question à nos utilisateurs et voilà le type de matériel sur lequel ils souhaitent travailler. Ça devient un prérequis même. D'abord, on pose la question aujourd'hui. C'est une évidence. C'est une évidence parce que Olivier le mentionnait tout à l'heure, les millennials qui arrivent dans les entreprises, quand vous parlez avec les DRH aujourd'hui, ils vous disent finalement, ils ne nous posent plus que des questions sur la rémunération ou alors sur la voiture qu'ils vont avoir ou sur les horaires de travail. Ils nous demandent aussi sur quel type de matériel on va travailler. Donc le matériel informatique sur lequel vous allez travailler est aussi un élément d'attraction des talents et Dieu sait qu'ils sont exigeants parce que la plupart du temps, ils sont mieux équipés à la maison qu'ils ne le sont au bureau. Donc le challenge est important pour les DSI. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous vous souvenez, notre ThinkPad a 25 ans. Lenovo est la seule entreprise qui a su faire évoluer
un ordinateur portable sur 25 années en le rendant plus flexible, plus souple, plus léger, plus fin. Je ne sais pas, Olivier, si tu te souviens de combien pesait ton 14 pouces il y a 2 ans. Tu te souviens? Oh, mon 14 pouces, il devait faire 2 kilos. Voilà. 2 kilos Il y a 2 ans, un 14 pouces, ça pesait 2 kilos. Aujourd'hui, non seulement il pèse 1 kilo, mais en plus, il peut rentrer dans un châssis d'un ancien 13 pouces. Donc, évidemment que cette exigence de mobilité, on va beaucoup en parler parce que la transformation digitale, c'est aussi ça. C'est la possibilité d'offrir à nos clients des outils qu'ils puissent mettre dans leur sac à main, qu'ils puissent trimballer n'importe où, qu'ils soient à la plage, ou alors qu'ils soient dans les bureaux, ou alors qu'ils soient à l'école, etc., etc., ou le mettre sur un plan de travail pour regarder une recette, etc. Donc, les multiples usages qui sont faits de ces outils nous obligent à les adapter et à les rendre accessibles déjà de n'importe où, mais aussi utilisables de n'importe quelle manière. Olivier, du coup, sur cette question de la mobilité, le fait de pouvoir emporter son bureau de travail systématiquement avec soi, où qu'on aille. Alors c'est fondamental, sinon il n'y a pas de mobilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça pose une autre question, qui est la question de la sécurité. C'est-à-dire, on se balade, comme le disait Elisabeth, à la plage ou dans d'autres villes ou dans d'autres pays, dans des environnements très différents. Il faut pouvoir garantir la sécurité de l'utilisateur et c'est un des points les plus importants aujourd'hui. Alors là, vous ne parlez pas de sécurité des données, mais de la sécurité de l'utilisateur quand il n'est pas sur le lieu de travail. Voilà, et l'accessibilité, la sécurité de l'accessibilité à son poste de travail. Alors, on a aujourd'hui des systèmes fingerprint qui fonctionnent bien. Pendant longtemps, on en a eu sur les machines, mais qui étaient plutôt difficiles à faire utiliser. Aujourd'hui, ça fonctionne remarquablement bien. Mais on va plus loin. On a des outils de reconnaissance faciale avec le scanner d'iris qui sont dotés, qui dotent les machines et les laptops aujourd'hui. Et puis, je crois que chez Lenovo, il y a une petite innovation aussi qui s'appelle le Think Shutter, il me semble, qui va enfin nous permettre d'enlever les post-it qu'on met sur les webcams de nos laptops. Merci Lenovo. Et c'est aussi là un gage de sécurité supplémentaire, puisqu'on le voit, il faut pouvoir être sûr que la caméra ne soit pas activée par quelqu'un de l'extérieur sur ses laptops. Parce que ça, c'est un vrai risque aujourd'hui? Non, mais alors, c'est un vrai risque, bien sûr. On parle d'innovation. Moi, j'entends beaucoup de gens dire on n'innove plus dans les ordinateurs, on fait plus de choses véritablement disruptives, etc. Mais qu'est-ce que c'est que l'innovation si ce n'est pas regarder la manière dont nous utilisons nos matériels et y apporter ces petites touches qui changent notre vie? Vous avez des super ordinateurs et puis vous allez avoir un post-it absolument hideux, corné, écrit dessus, etc. Même Mark Zuckerberg en avait un, c'est dire. Même Mark Zuckerberg en avait un. Parce que vous avez peur que votre web caméra se déclenche sans que vous le souhaitiez. C'est votre intimité et vous n'avez pas envie de cette intrusion. Et on a inventé cette web cache qui vous permet justement de tirer ce petit loquet tout à fait élégant et mignon. Une grande innovation numérique, du coup. Grande innovation numérique, s'il en est, et qui vous permet de vous sentir à l'aise. C'est ça aussi, c'est vous donner la possibilité d'utiliser votre matériel sans avoir l'impression que c'est lui qui décide, mais que c'est plutôt vous qui décidez à quel moment il va vous être utile. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. On reste quand même maître de notre utilisation des différents devices. Comment est-ce qu'on communique avec eux? Est-ce qu'on a différentes façons ou nouvelles façons aujourd'hui de communiquer avec eux, Elisabeth? Alors moi, je trouve que la manière dont on communique avec nos ordis, c'est considérablement démocratisé. D'abord, il y a des assistants vocaux sur tous les devices. On peut leur parler, du coup. Merci Microsoft avec Cortana, merci Amazon avec Alexa, ou alors Google Assistant. Dès que vous avez besoin d'une information, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour aller trouver l'info où elle se trouve. Juste en parlant à votre ordi, il va vous dire où se trouve le fichier absolument essentiel et critique dont vous avez besoin pour rentrer dans le call qui va démarrer dans 3 secondes. Ça, c'est déjà une utilisation personnelle. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir rentrer dans un bureau qui, dans cette salle, ne s'est pas retrouvé dans cette situation où vous arrivez en cavalant dans une salle de réunion parce que vous venez de finir une réunion et que vous rentrez dans une conférence téléphonique, sauf que rien ne fonctionne et vous perdez 5 minutes à vous connecter, vous perdez 5 minutes à retrouver vos datas. Là encore, on peut considérer que c'est du basique, mais ce basique-là peut nous pourrir la vie ou nous la rendre plus facile. C'est ça, il y a l'innovation. C'est censé marcher. Et il y a l'expérience utilisateur, c'est censé marcher, mais là, aujourd'hui, le jour où j'en ai besoin, pour le coup, moi, j'arrive pas à le faire marcher. On vient d'inventer le Think Smart Hub.
Je me souviens de ces réunions où on négocie les contrats, où on passe toute une journée dans une salle de réunion et où vous avez des gens qui viennent de l'extérieur. Et je pense à un client en particulier, on est chez KPMG, il y a des Lego de Lenovo, des Lego de KPMG, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, et on perd 30 minutes à essayer de nous connecter au réseau pour pouvoir avoir le même document, pour pouvoir travailler sur les mêmes items. L'amélioration de la productivité, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce que parfois j'aimerais bien que le temps s'arrête, mais il y a une telle accélération de notre manière de vivre, de notre manière de travailler, de notre manière de communiquer, d'interagir les uns avec les autres, que si ces outils peuvent nous faciliter la vie et nous enlever ce stress qui nous tombe dessus à des moments essentiels, moi je dis bravo. Donc laisser la complexité à la machine et se concentrer, nous, sur notre valeur ajoutée et faire en sorte que la machine transforme la complexité en quelque chose de le plus simple possible. Faire ce que nous savons le mieux faire, interagir entre humains, nous concentrer sur ce qui est essentiel, réfléchir pour faire avancer le schmilblick, ça c'est intéressant. Olivier, vous nous parliez tout à l'heure des nouvelles générations qui arrivaient dans l'entreprise avec de nouvelles attentes. Là, on parle d'interaction avec les devices. Est-ce qu'il y a du coup des attentes particulières? Je pense aux objets connectés, à la réalité virtuelle, enfin tout ce qu'ils peuvent voir effectivement dans leur quotidien. Alors oui, il y a des attentes supplémentaires. Par contre, je voudrais juste rajouter un point sur ce qu'a dit Elisabeth. En termes d'interface, il y a aussi un outil qui est formidable aujourd'hui qui s'appelle le chatbot. Qui, s'il n'est pas une interface vocale à proprement parler, utilise les moyens de l'intelligence artificielle dont vous parlez et permettent d'aller résoudre des questions, des problèmes plutôt techniques, donc qui s'interfacent quelque part avec le support de l'IT de l'entreprise et qui apportent véritablement un service nouveau, plus rapide, plus efficace et qui permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure productivité parce que quand il est coincé sur un software ou qu'il a une question technique d'utilisation par rapport à un soft ou sa machine, il va rentrer en contact avec ce chatbot qui lui permettra de résoudre ce problème très facilement et très rapidement. Donc lui apporter une solution 24 heures sur 24, simplement au moyen d'une automatisation dans la machine directement. Plus la peine d'avoir un numéro de téléphone particulier, plus la peine de savoir s'ils sont disponibles, plus la peine de savoir s'ils connaissent la réponse. Le chatbot progresse lui-même tout seul, grâce à l'IA justement, et permet justement d'améliorer cette captation de la donnée et la bonne information qu'il va donner à l'utilisateur. C'est un point très important, je voudrais ajouter. On croit beaucoup chez Lenovo à la réalité virtuelle, la réalité augmentée. L'IA, on en parle beaucoup et je pense que Ludo l'adressera encore plus. Ludovic l'adressera. Moi, je crois que la réalité augmentée, au-delà de l'aspect gaming, parce qu'aujourd'hui, on reste encore dans le divertissement, la réalité augmentée va aussi encore améliorer notre vie. En venant ce matin, j'ai mis le GPS parce qu'il y a des travaux partout. Et j'étais en train de réfléchir à cette obligation qu'on a quand l'utilisation du GPS finalement est devenue quelque chose d'assez basique. Sauf que quand on utilise un GPS, il y a plusieurs éléments qui se mettent en route dans nos têtes. Vous devez regarder la route parce que vous êtes à l'instant T. Vous devez suivre l'écran qui vous dit dans 500 mètres, tournez à droite. Vous devez écouter ce qui vous est dit tout en regardant le vélo qui arrive à côté. Je pense que la réalité augmentée demain va nous permettre d'avoir sur notre écran toutes ces indications sans nous perturber dans notre mode de fonctionnement humain, parce que n'oublions pas que ces technologies sont là pour répondre aux besoins humains. Et je crois qu'on part tout doucement sur des aspects plutôt jeux, plutôt amusants, mais que demain, ça va être des véritables outils qui vont améliorer la sécurité, qui vont améliorer encore une fois l'efficacité et qui vont améliorer notre bien-être. C'est ça, donc apporter en fait toujours le même niveau de service, mais sans forcément polluer le cerveau de l'utilisateur et donc avec potentiellement les risques qu'on connaît, qui peuvent être la sécurité ou autre dans le cadre de la voiture, par exemple. Exactement. Juste pour compléter sur la réalité augmentée, on a réalisé une étude assez récemment montrant que les 3/4 des entreprises réfléchissent aux cas d'usage qui peuvent être associés à la réalité augmentée ou à la réalité virtuelle. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ont mené des initiatives. La maintenance, par exemple, des centrales, le fait d'avoir possibilité d'accéder au plan, etc., un support à travers la réalité augmentée, c'est un levier d'amélioration de la sécurité de celui qui opère
pendant cette maintenance. On a vu récemment un centre hospitalier en Seine-Saint-Denis qui a opéré en réalité augmentée, qui a opéré de l'épaule un patient avec la possibilité de voir tout ce qu'il y avait dans le bras, effectivement. Oui. Donc on voit que les cas d'usage commencent à se développer. La réalité virtuelle aussi, on voit qu'il y a des formations qui sont faites autour de ce sujet-là. Je pense à une entreprise aux États-Unis qui forme ses collaborateurs pour conduire des grues et qui, grâce à la réalité virtuelle, les forme beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace, avec des taux de réussite qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'ils devaient le faire de manière comme ça, plus théorique. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. On travaille avec une start-up qui s'appelle WoosumTech. Il y a 4 ans, on a fait un partenariat avec eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous permettent, vous allez chez Ikea, vous venez de vous installer dans votre appartement et puis vous ne savez pas où mettre les meubles. Vous savez, on aime bien avoir des choses parfaitement alignées à la bonne place. Avec votre casque de réalité, vous avez votre pièce et vous pouvez poser les éléments là où vous souhaitez qu'ils se posent et vous voyez ce que ça donne au final. Vous êtes en immersion dans votre futur appartement. On est dans l'immersion de notre futur appartement. J'étais à Vivatech il y a quelques semaines. Voilà. Vous voulez changer de coupe de cheveux, mais vous avez quelques doutes. Je ne sais pas, Ludo, si tu veux devenir chauve et tu te dis est-ce que ça m'ira bien. Voilà. Il y a ces casques de réalité virtuelle vont aussi vous dire si le fait de ne plus avoir de cheveux, ça va vous voir. Vous allez, le fait d'être blond, ça va vous... Ces petites choses-là, c'est un jeu aujourd'hui. Mais on parle aussi de l'utilisation de ces casques dans les hôpitaux. Les enfants qui sont malades, qui sont tétanisés de peur parce qu'ils sont loin de leurs parents et qui ont accès... Tout ça, c'est l'amélioration de notre vie. J'insiste beaucoup parce qu'on dit beaucoup de bonnes et de moins bonnes choses sur les technologies. Oui, les technologies apportent du mauvais. Tu disais tout à l'heure peut-être que les enfants ont accès aux smartphones trop rapidement, et je suis complètement d'accord là-dessus. Mais quand elles permettent d'étudier à des gamins qui sont à 20 km de la première école, de faire des opérations pour des médecins qui sont moins expérimentés que d'autres, on ne peut pas avoir de doute sur l'utilité de ces technologies. Alors, si on revient du coup maintenant dans le monde de l'entreprise, on a dit donc nouveaux usages, nouvelles interactions, nouvelles attentes. Là, on a parlé de l'utilisateur face à son device, mais du coup, comment est-ce que la façon de travailler en équipe va évoluer également, Elisabeth ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, notre manière de travailler ensemble a considérablement évolué. D'abord parce qu'on est dans un monde de plus en plus global. Et vous allez travailler avec des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont en Allemagne, ou même qui sont à Nantes, ou à Bordeaux, ou à Marseille. Cette collaboration, elle doit et elle peut être facilitée au travers des outils aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vous avez des outils comme Dropbox qui vous permettent d'échanger des documents qu'il vous fallait simplement envoyer par la poste il y a encore quelques années. J'échangeais avec un DSI allez, ils sont dans le nucléaire. Et il me disait, il y a encore 1 an, on avait des pavés de 50 pages sur les réglementations pour nos développeurs. C'est essentiel quand même. Hein. Il faut s'informer en permanence, avoir les bonnes données. Il me disait, ça nous prenait au moins 6 mois pour mettre à jour tous les documents. Encore 6 mois pour les envoyer à tout le monde au niveau international. Et au bout d'1 an, quand on avait tout fait, il fallait recommencer parce qu'il y avait encore quelque chose de nouveau qui arrivait. C'est ça, la collaboration, et c'est ça que permettent ces nouveaux devices aujourd'hui. Donc une réduction finalement de tout le temps, alors perdu, je ne sais pas si c'est le terme, mais de tout le temps d'échange finalement qu'on pouvait avoir ou qu'on pouvait essayer de se trouver ou d'échanger, et avec notamment on est en fait sollicitable, j'ai envie de dire, sur les heures de bureau beaucoup plus facilement, même si on n'est pas dans les locaux, même si on n'est pas dans la même ville. Du coup, on fait des tâches, non seulement on est beaucoup plus accessible, on peut se voir, on peut faire des conférences téléphoniques sans forcément être connecté à une vidéoconf du bureau, enfin, ça c'est une évidence, mais on a pas mal parlé de productivité, d'efficacité, c'est ça, c'est de ne pas perdre de temps sur ce qui ne sert à rien et nous concentrer sur ce qui apporte de la valeur. Les objets connectés dans l'environnement utilisateur, alors on le voit beaucoup, en tout cas en B2C. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'environnement utilisateur, au sein de l'entreprise, c'est une réalité ou ça va devenir une réalité demain ? Non, c'est déjà une réalité qui évolue doucement parce que y a beaucoup de choses finalement qui se...
l'influence de la vie privée, avant c'était le professionnel qui influençait le privé. Aujourd'hui, le privé influence de plus en plus le professionnel. Quand vous écoutez sur Spotify votre musique, vous l'écoutez à la maison, et puis en sortant, quand vous prenez votre voiture, vous voulez retrouver le même morceau dans la voiture, et puis quand vous arrivez au bureau, si vous aimez, vous isolez. Donc ça, cette accessibilité de toutes vos données, où que vous soyez, pour l'usage que vous avez envie d'en faire, c'est ce que chaque device que nous inventons aujourd'hui doit permettre de faire. Olivier, sur les objets connectés et l'arrivée des objets connectés dans le monde du travail, ou en tout cas dans l'environnement professionnel? Alors, moi, j'ai le sentiment quand même que ça progresse même encore plus vite que ça. Oui. On le voit, et je vais donner un exemple, qui est l'exemple du monde du retail aujourd'hui, avec une attente très développée autour de la stratégie omnicanal des gens du retail. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que l'expérience utilisateur soit la même, qu'elle soit à la maison sur son PC, un PC fixe, qu'elle soit sur son device mobile dans le métro, quand on sort de chez soi pour aller le samedi dans un magasin faire les soldes, et qu'on retrouve le même environnement et la même vision de ce qu'est l'utilisateur de la marque ou le client de la marque, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce même utilisateur, lui, attend le même niveau de service. S'il a acheté sur le web, il veut dans le magasin être reconnu comme ayant acheté sur le web. Et il ne sera pas surpris si demain, en se baladant dans les travées d'un magasin, il est sollicité par un push commercial qui lui permettra d'associer quelque chose qu'il a acheté sur le web et qu'il trouvera alors là dans le magasin. Donc on aura du web to store, du store to home, et on va mixer ces approches pour procéder à une meilleure identification du client, qu'il se sente plus attaché à la marque. Et ça utilise aussi les technologies IoT. Et une des plus connues aujourd'hui et des plus connectées, c'est le beacon, et qui est en fait un agent qui permet de géolocaliser une personne, soit au travers de son smartphone, soit au travers d'une carte de fidélité, et qui, au fur et à mesure de ses mouvements, le reconnaît et va lui envoyer de l'information pour lui dire « Tiens, tu es mon client, on t'apprécie, on te permet d'avoir accès à une promo aujourd'hui. » Et ça, c'est extrêmement clé dans le développement marketing des marques aujourd'hui, où l'IoT prend une importance extrêmement capitale. Donc une transformation digitale réellement en profondeur dans l'entreprise et notamment dans les usages. Je me retourne vers vous maintenant, Ludovic Levé. Vous nous avez beaucoup écouté en première partie. On va beaucoup vous écouter en seconde partie, notamment sur toutes les questions infrastructure. Quels sont les impacts du coup de la transformation digitale dont on parlait sur l'infrastructure dans l'entreprise? Effectivement, la Tadawak, Mobiquité, l'IoT, même si l'edge computing, donc la capacité à traiter et à stocker les data sur vos devices où qu'ils soient, a énormément progressé ces dernières années, ça met une pression phénoménale sur l'infrastructure. Alors on parle beaucoup de big data, mais en fait en clair c'est quoi? C'est tout d'abord un volume énorme de data qui est produit et qui génère des flux également énormes au sein du data center. Deuxièmement, c'est une très forte hétérogénéité de la donnée, puisqu'on a des emails, du CRM, des structurés, non structurés, de l'image. On a vraiment énormément de data très hétérogène, c'est très compliqué à stocker. Et puis enfin, on doit également savoir gérer des flux, parfois prévus, saisonniers, parfois imprévus, des pics de trafic, des pics de data. Et donc tout ça met une pression énorme sur data center. Donc en fait, avant même de savoir ce qu'on va faire des données, il faut juste se dire, elles arrivent, par où elles vont passer, où est-ce que je vais les garder, et comment est-ce que je vais pouvoir commencer à amorcer un début de traitement de ces données. Absolument, absolument. On a connu l'ère du compute sur son PC, on l'a tous connu, hein, avec des PC extrêmement performants. Ensuite, on est maintenant dans l'ère du compute sur le device, quel que soit le device, téléphone, tablette, IoT. Et puis, on a également démarré, grâce à cette mobilité, l'ère du traitement software. Donc là, on est en plein dans cette révolution du traitement software qui donc nécessite une adaptation de l'infrastructure afin de pouvoir soutenir ce développement énorme du traitement via le soft. Et avec du coup ce besoin d'agilité, du coup j'imagine du data center pour pouvoir s'adapter à ces différentes masses de données qui sont non prévisibles à l'avance. Quelles sont les réponses de l'entreprise du coup, enfin de l'infrastructure du coup sur ce besoin-là? Depuis maintenant, je dirais plus de 10 ans, la virtualisation s'est énormément développée, que ce soit sur les postes clients ou sur les serveurs. Aujourd'hui, on est passé dans une ère où on doit évoluer vers des infrastructures très très souples et agiles,
Donc la virtualisation permet de déplacer les data et les workflows simplement. Le cloud vient rajouter un petit peu d'épices sur ce jeu, cette équation, puisqu'on doit aujourd'hui aider les entreprises à pouvoir dire, OK, j'ai du cloud public, j'ai du cloud privé, j'ai du cloud hybride. Comment aujourd'hui j'arrive à articuler non seulement l'usage pour chaque usager au quotidien, entre ces différents devices et ces différents clouds, mais également pour l'IT. Comment l'IT aujourd'hui arrive à maîtriser, gérer à la fois les coûts, la performance de tous ces usages. Et donc aujourd'hui, notre rôle est d'accompagner l'entreprise par du conseil, par du software, par du hardware sur gérer ces flux. Un exemple concret, la plupart de nos clients ont de la data ou des workflows qui fonctionnent sur les clouds de Google, d'Amazon, d'Azure. Mais on sait très bien qu'ils ne seront jamais, à de très 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 rares exceptions, jamais à 100% sur un cloud public. Donc on est toujours sur une hybridation. Et pour gérer ça aujourd'hui, les réponses des constructeurs, c'est de simplifier la tâche d'administration et déploiement avec l'environnement complet de cloud public, mais sur un cloud privé. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une réponse aussi justement à ces différents enjeux? Alors la tentation a été grande et donc aujourd'hui, effectivement, toutes ces données collectées, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire? Donc aujourd'hui, l'IA, l'IA n'est pas récente, hein, ça existe depuis des dizaines d'années. C'est ça, on appelle ça machine learning, deep learning. IA, c'est des endroits différents en fait de la chaîne de valeur, ou en tout cas des évolutions différentes. Aujourd'hui, on appelle ça intelligence artificielle, oui. Voilà, exactement. Ce qui a vraiment changé, c'est notre capacité logicielle et hardware à pouvoir aujourd'hui gérer, traiter ces données, collecter, gérer, traiter ces données. Donc, on parlait juste avant de la collection de ces datas. On commence à parler pour l'IA, on se rend compte qu'il faut non seulement les collecter, parce que l'IA, il y a 4 grandes phases, il y a la collection de la data, donc là on en a parlé, elle est vraiment énorme, hétérogène et elle est exponentielle. Il y a ensuite le cleaning, le nettoyage de ces données, puisqu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout traiter n'importe comment, donc ça prend un temps conséquent vraiment de les nettoyer. Donc derrière la notion de nettoyage, il y a cette prise de conscience que en fait, tout ne va pas être exploitable et qu'on va simplement garder ce dont on va avoir besoin pour l'usage. Absolument, il en faut de plus en plus. Plus on a de données, plus l'IA est intelligente, surtout en deep learning. En revanche, effectivement, il y a une notion de nettoyage qui est importante. Donc, il faut gérer les deux. La qualité et la quantité. Donc, collecter, nettoyer. Troisième phase de training, qui est la phase hyper importante pour l'IA, qui peut demander beaucoup de capacité. Et puis, quatrièmement, la phase vraiment de traitement, donc qu'on appelle l'inférence de l'IA. Donc là, on est vraiment sur un schéma classique. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner les DSI, puisqu'on se rend compte que les 2 premières phases de collecte et de nettoyage prennent 80% des ressources humaines et matérielles de nos clients. Donc il faut vraiment accompagner et simplifier ce parcours de l'IA. Donc un processus donc en 4 parties, je le rappelle, qui est itératif, puisque du coup, on fait ça avec une donnée, puis on recommence et on recommence et on recommence. Comment est-ce que le data center peut venir en aide du coup à mettre en place cette intelligence artificielle? On va aujourd'hui, nous, accompagner notre rôle d'accompagner les clients sur les différents stacks qui permettront d'articuler ces étapes. Donc aujourd'hui, un client va faire un choix sur un logiciel d'intelligence artificielle, d'IA. Ensuite, on va l'articuler avec des frameworks et des librairies. Et puis enfin, du hardware associé. Donc ces différents stacks aujourd'hui, il y a une explosion de l'offre, quelle qu'elle soit. Alors il y a des frameworks très connus comme TensorFlow de Google, mais il y a vraiment une explosion de l'offre et donc il y a une explosion également de la complexité de connexion entre les différents softwares et différents hardware. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner et d'aider à simplifier, d'accompagner les clients et simplifier la solution et la réponse face à cette pléthore d'offres. Et du coup, comment on la réduit cette complexité aujourd'hui? Eh bien, le choix il est large. D'un côté, le client, il a soit des solutions open source, donc là, il y a pléthore et une énorme complexité avec un risque de sécurité, un risque de pérennité, et surtout, il faut des spécialistes. Ça devient presque une science en tant que telle de savoir mettre en place et gérer une IA. Et à l'autre, je ne citerai pas de nom, mais on connaît tous des gros acteurs du marché qui font énormément de communication sur l'IA et qui ont des black box qui sont performantes aujourd'hui, mais sur lesquelles le client n'a pas son mot à dire. Donc, il doit être complètement dépendant de cette solution propriétaire. On propose, nous, aujourd'hui, on accompagne le client sur une solution intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'on a retravaillé sur l'open source, on anime une communauté au sein de l'open source et on a développé un logiciel d'orchestration qui permet de pouvoir naviguer avec les principaux produits open source aujourd'hui pour simplifier le management de ces différents stacks. Alors donc ça c'est pour l'IA. On va maintenant se retourner vers vous, Olivier et Elisabeth. On a parlé environnement de travail actuel jusqu'à maintenant. Je vous propose de faire un petit bond dans le futur, de se demander de quoi sera fait l'environnement de travail demain. Elisabeth, comment est-ce que vous, en tant que présidente de Lenovo, vous voyez
évoluer cet environnement utilisateur? Bien, je pense que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de mobilité, en termes d'interactivité, efficacité, c'est un mot clé, même à la maison, on l'utilise. Ça va considérablement s'accélérer. Encore plus? Encore plus, oui. Il va falloir des journées de 48 heures, du coup. J'espère que non, parce que j'espère que les machines font les choses qu'on n'aime pas faire et qu'elles nous laisseront du temps pour faire ce qu'on aime faire. Donc, finalement, on va gagner du temps dans nos journées. Gagner du temps dans nos journées. Je pense que, du coup, l'expérience utilisateur, l'usage qui est fait de nos devices va être encore plus importante et critique. 2 personnes dans un même service n'utilisent pas leur device de la même manière. On propose des outils, on a notre yoga et un portable aujourd'hui hybride qui plaît énormément. Je vois la manière dont il est utilisé. Olivier et moi, on ne va pas l'utiliser de la même manière. Moi, j'aime pas avoir de barrière quand je parle à quelqu'un, donc je l'étale complètement et alors je continue. Que moi, j'aime bien les barrières, c'est ça? J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il faut partir de l'expérience de l'utilisateur, de la manière dont il l'utilise du matin jusqu'au soir, parce que tous ici, on a au moins dans notre garde-robe au moins 3 devices aujourd'hui. Au moins 3. Il y a plein de gens ici qui peuvent oublier leur portable et malgré les embouteillages, etc., qui vont retourner le chercher tellement on ne peut plus s'en passer. Ces expériences, cette connexion que nous avons à nos devices, qui fait que nous devenons des hommes augmentés, on parle de relation homme-machine, qui devient finalement une prolongation de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, vont s'accélérer dans le temps. Et puis, aujourd'hui, un individu produit énormément de data. Énormément de data. Ça n'est plus réservé uniquement aux entreprises. Et vous voulez avoir accès à toutes ces datas. Vous faites vos impôts sur Internet et vous pouvez aller chercher les 3 derniers avis que vous avez sur votre site Internet. Ce n'était pas permis, ça, il y a quelque temps. Alors ça devient évident aujourd'hui. On se demanderait même pourquoi ça n'existerait pas. Et si vous ne l'avez pas, ça vous rend fou. Tous ces stockages de données qu'on faisait papier à la cave, dont on ne savait plus faire, combien de temps il faut garder tel document, tout cela, on va plus se poser ces questions-là. Donc, ce transfert de l'utilisation personnelle vers l'utilisation professionnelle va de plus en plus s'étendre, de plus en plus s'accélérer. Donc, il faut que nous puissions donner à nos clients, à nos utilisateurs, des devices qui leur ressemblent. Et pour arriver à faire ça, il va falloir les observer, les accompagner, les suivre de plus en plus. On ne va pas inventer des wearables et croiser les doigts très fort pour que quelqu'un les utilise. On va inventer des devices que nous savons qui seront utilisés parce qu'ils ont été faits pour vous, Nicolas, et pour personne d'autre. Et du coup, ça veut dire que les enjeux utilisateurs et les enjeux clients se rejoignent finalement? Complètement. Complètement. Je pense... Vous savez, la barrière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus ténue, si elle ne disparaît pas. Vous allez utiliser votre ordinateur au bureau pour travailler de manière classique et traditionnelle. Le soir, vous prenez la voiture pour aller à Bordeaux pour y passer le week-end. Les enfants vont regarder un film dessus dans la voiture pour les calmer. Quand vous allez arriver sur votre lieu de villégiature, vous allez faire des photos et les déstocker dessus. Voilà, donc cette continuité de l'utilisation du device dans le perso, dans le pro, cette nécessité de le rendre toujours plus accessible, toujours plus léger, toujours plus fin, je ne vois pas comment on peut revenir en arrière, on est trop embarqué. Olivier, sur une réaction sur ce qui vient d'être dit, sur les impacts en termes qu'environnement utilisateur ou sur les enjeux clients directement? Oui, alors concernant les enjeux clients, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Je reviens sur ce qu'a dit Elisabeth, c'est important d'avoir cette simplicité et d'accompagner véritablement l'utilisateur dans son expérience. Il y a un autre point qui est extrêmement aussi important, c'est le développement de la gouvernance de ces devices. Ils ont tendance à se multiplier, Elisabeth le disait, on en a 2, on en a 3. Pour l'entreprise, il est vital de savoir les gérer, donc d'accompagner cette gouvernance avec les outils appropriés, je vais y revenir. Puis le troisième point, en termes d'enjeux clients, on l'a déjà dit, c'est la sécurité, on ne pourra pas se permettre de passer à côté. Je reviens 2 minutes sur la gouvernance.
Aujourd'hui, chez SCC, on a un pôle qui s'appelle le pôle Workspace Automation. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients à développer avec de nouveaux outils de gestion leur capacité à gérer, à déployer, parfois en mode zéro touch, comme on dit aujourd'hui, et de plus en plus ça se fait, l'ensemble des devices utilisateurs avec quelque part une convergence entre le device qu'on avait l'habitude d'utiliser, le device poste de travail classique, et le device mobile aujourd'hui, qui seront gérés avec le même type d'outils. Je pense là à Workspace ONE chez AirWatch, chez VMware, je pense aussi aux solutions de Citrix et à d'autres, dans d'autres environnements. C'est clé parce que la multiplication des devices, la multiplication de leur forme, la multiplication des applicatifs qu'on va poser dessus, il faut qu'elle soit contrôlée par l'entreprise, même si on rejoint le perso et le pro, l'entreprise qui va mettre à disposition ces devices doit être en capacité de le maîtriser et d'en assurer une parfaite gestion. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde. J'aurai une dernière question à vous poser juste après sur la façon de se préparer donc à ces différentes évolutions. On a des écrans devant nous qui nous montrent que vous avez posé des questions. Vous avez posé 4 questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les poser, mais n'hésitez pas du coup à aller ensuite retrouver les nouveaux directement pour leur poser. Je vois qu'il y en a une qui a eu pas mal de votes. Je vous lis la question. Après la VR, les écrans flexibles, l'IA, quelles sont les futures innovations que nous prépare Lenovo? Alors une question à laquelle on a peut-être déjà partiellement répondu, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments de réponse à apporter? Elisabeth ou Ludovic? Elisabeth, oui. Alors déjà, celles-ci nous prennent beaucoup de temps parce qu'il faut pas. On est au tout début, on est aux prémices de l'IA. Vous l'avez bien compris. La RVR, je vous l'ai dit aussi. Pour l'instant, on l'utilise essentiellement d'un point de vue divertissement. On vient de nouer un partenariat avec une petite start-up qui s'appelle Wild Immersion, qui permet aux enfants de réapprendre le monde de la nature, parce qu'on est de plus en plus citadins et savoir à quoi ressemble un animal, comment il fonctionne, etc. Les océans, voilà, la nature de manière générale. Ces manières d'éduquer les enfants sont importantes. J'insiste sur la nécessité des grandes entreprises à travailler de plus en plus avec les startups qui ont des idées absolument géniales sur comment on peut rendre vivantes ces expériences avec les devices. Ce que Lenovo prépare aujourd'hui, c'est des devices qui soient de plus en plus connectés avec les émotions humaines. Le fait de pas avoir besoin de toucher votre ordinateur pour le faire fonctionner, juste avec un geste, si vous avez les mains prises, juste avec un geste, pouvoir passer d'un écran à un autre, pouvoir utiliser la voix, pouvoir utiliser les yeux pour faire fonctionner votre device. Ce sont les sujets qui nous intéressent aujourd'hui et qui sont absolument passionnants parce que la machine se connecte à l'homme, alors qu'avant, c'était l'homme qui se connectait à la machine. Et la machine s'adapte du coup à la naturalité de l'homme, entre guillemets, puisqu'elle adapte ses gestes à ceux des gestes naturels de l'homme. Exactement. Et du coup, l'intelligence émotionnelle est de plus en plus mise en avant pour développer ces nouvelles technologies. Je trouve ça passionnant. Et alors, pour conclure, Elisabeth, comment on se prépare dès aujourd'hui, du coup, à ces transformations demain ou à ces évolutions demain? Eh bien, vous savez, dans la transformation numérique ou digitale, on sait tous qu'on est rentré dans une ère qui est particulièrement complexe. Elle est complexe parce qu'elle nous demande d'intégrer des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières d'apprendre. J'entends beaucoup parler de device, j'entends parler beaucoup de process, et je trouve qu'on ne parle pas encore suffisamment des hommes et des femmes qui font fonctionner ces différents sujets. Aucune entreprise n'existe s'il n'y a pas des hommes et les femmes pour les faire fonctionner. Aucun device ne fonctionnera correctement s'il n'y a pas des hommes et des femmes derrière, soit pour les utiliser, soit pour les faire fonctionner. Et je crois qu'il est plus que temps de remettre l'humain au sein de cette transformation digitale, pour les anciennes générations, leur apprendre à travailler différemment avec ces outils, parce que quoi qu'on en pense, tout le monde n'est pas encore aussi confortable avec le sujet. Les millennials sont tombés dedans quand ils sont nés, donc c'est très bien, mais il faut aussi les informer des dangers de ces technologies. Et je reste convaincue que cette transformation numérique ne réussira que si, au top, les CEO, les CIO, etc., le prennent à bras-le-corps, le mettent au cœur de leur stratégie,
parce que ça demande beaucoup trop de changements au sein de l'organisation pour que ce soit considéré comme un « if we can ». Il faut vraiment que ça vienne du cœur de la stratégie de l'entreprise et qu'ensuite ça découle dans tous les métiers de l'entreprise. Au cœur de la stratégie de l'entreprise, beaucoup d'éducation, beaucoup d'information, de dédramatisation, et on y arrivera. Merci beaucoup, Elisabeth Moreno, Ludovic Levé et Olivier Trinquier. Merci. Merci. Merci à vous.